Saul, comment vas-tu? Ça va. Tu sais que, honnêtement, je suis tellement content de t'avoir avec moi parce que ça fait un moment que je te cherche. Hein. Mais je suis là, je me cache pas. Je suis facile à Mais trouver. t'as vu, on a dû se trouver. Incroyable. C'est un Abidjan comme ça, genre, on s'y attendait pas du tout. C'est incroyable. Mais t'es là. Je suis là. T'es Mais là. ça va, et ça fait plaisir aussi de te voir. Tu sais, tu dis tu me cherchais, mais je te cherchais aussi. Tu vois, On s'est trouvé. on s'est trouvé au pays en plus. On Donc, s'est trouvé, non, c'est beau. vraiment, c'est vraiment bon. C'est une bonne chose. Je suis très content. Pareillement. Saul, il y a un truc avec toi qui reflète et qui est assez fort. Si je te dis que la positivité n'est pas seulement un état d'esprit, mais un mode de vie. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu adhères? 100%. Ça me parle même. Moi, je pense que cette mantra-là, les gens ils devraient l'utiliser au quotidien. Parce qu'effectivement, c'est facile de parler de positivité ou bien de dire qu'on est positif, mais c'est un mode de vie. Donc, moi, j'essaie de me l'inculquer à moi-même. Après, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des hauts et des bas, c'est pas facile, mais en règle générale, il faut toujours positiver parce que déjà, moi, je vois comme qu'on n'a pas le choix, déjà. Et puis surtout, quand il y a les choses qui vont pas et puis tu es négatif, ça peut que s'empirer. C'est clair. Donc forcément, moi, je vis de cette mantra vraiment au quotidien parce que c'est ça qui me fait avancer. Mais qui te transmet ça? Ça vient d'où, cette positivité? Ça vient d'où cette... j'ai pas envie de dire résilience, mais le fait de se dire, ok, même dans la difficulté, en fait, j'aborde la chose positivement. Bon, je pense que je dois donner un peu de crédit aux parents. C'est l'éducation qu'on a eue. Tu vois, on est là en Côte d'Ivoire, en Afrique aussi, on sait que c'est pas facile aussi. Donc, je pense qu'on l'a en nous aussi, comme on est élevé aussi, ça aide aussi. Parce qu'il n'y a rien qui est facile. Sans faire de démagogie, on sait très bien que malheureusement, Africain, c'est pas facile. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours facile. Donc, on est avec ça, on grandit avec ça, on le cultive. Et moi, c'est comme ça que je fais. Que tu le vois. Est-ce que ça a toujours été facile pour toi? Parce que je te donne une anecdote. Moi, je suis un peu comme toi. Très positif, tu vois. Et souvent, par exemple, en Angleterre, j'étais vu comme The Gentle Giant. Tu vois le nom un petit peu, Exactement. le Gentle Giant. Tu vois le gentil géant. Exactement. Parce qu'en fait, tu es toujours en train de sourire. Et les gens te prennent un peu genre, mais les gentils, c'est pas un dur, il fera jamais mal à quelqu'un sur le terrain, tu vois. Est-ce que t'as eu un petit peu ça aussi? J'ai beaucoup eu ça même, Joe. J'ai beaucoup eu ça. Et c'est pour ça que parfois, quand je me fâchais, c'était pas bon. Et les gens disaient que, mais il a ça en lui parce qu'il n'est pas comme ça d'habitude. Mais après aussi, ça donne une certaine crédibilité, parce que quand tu parles, tu es écouté. Ou quand tu te fâches, tu es écouté. Parce que comme c'est rare. Donc, mais ça joue aussi contre. Parce qu'effectivement, parfois, dans certains clubs, c'est ce qu'ils disaient, mais tu es grand, tu es costaud, mais tu souris toujours. Les attaquants n'ont pas peur de toi. Exact. Mais on n'a pas besoin de ça. Si tu fais ton boulot, tu n'as pas besoin de faire peur à qui que ce soit. Tu es là pour jouer, pour défendre pour nous. Donc, bon, moi, malheureusement, ça, c'est la perception des gens. Nous, on ne peut pas changer. Et moi, je pense que c'est la manière dont il faut être. Donc, il faut pas changer à cause de ça. Est-ce qu'au PSG, par exemple, ça t'a, on va dire, mis des bâtons dans les roues? Le fait que tu sois perçu comme un joueur peut-être gentil par moment? Ou est-ce que c'est d'autres critères qui font qu'au PSG, c'était compliqué de s'imposer? Non, au PSG, c'était autre chose, Joe, pour être honnête avec toi. Parce que Paris, c'était un peu compliqué. À l'époque, les jeunes ne sortaient pas beaucoup. Moi, j'ai eu un parcours atypique parce que je suis parti au PSG à 11 ans en 98. Et puis, entre-temps, je suis parti en Italie et je suis revenu. Tu vois, donc, quand je suis revenu, ils ont dit que bon, c'était le futur joueur qui allait sortir et tout. Donc, ils m'ont fait un certain contrat, ils m'ont géré. Et en fait, ça m'a mis un peu des bâtons dans les roues. Parce que l'entraîneur qui est arrivé, qui était Vahid Halilhodžić, lui, il est arrivé, il a dit, mais attends, c'est qui ce jeune-là qu'on parle beaucoup, qui a un bon contrat, il ne s'entraîne pas avec nous, parce qu'à l'époque, j'étais en CFA. Ouais. Et lui m'a pris avec lui, je me suis entraîné avec les pros une fois, et après, il s'est calmé un peu, il m'a dit, bon, ça va, tu as le niveau, mais bon, il faut travailler, ceci, cela et tout. Donc, il y avait d'autres critères, ce n'était pas ce genre de critères-là qui m'a mis des bâtons dans les roues. Mais Paris, c'était particulier, parce que c'est ma ville aussi. Totalement. Il y a beaucoup de pression, c'est un gros club, donc pour les jeunes, ce n'était pas évident. Est-ce que pour toi, le rêve, c'était Paris? Plus petit, donc d'être un joueur de premier plan pour Paris? Ou, disons que le Graal, c'était l'Angleterre ou ailleurs? Non, c'était Paris, parce que j'ai grandi à Paris. Je me souviens, je regardais le PSG de Georges Weah. Ah ouais, ok. Ouais, donc celui qui me faisait rêver. Donc moi, je pensais qu'à Paris. Après, effectivement, quand je suis rentré un peu dans le monde professionnel, j'ai réalisé que
ça allait être compliqué et qu'il n'y avait pas que Paris. Donc j'ai commencé à regarder d'autres championnats. Certains disaient qu'il y a certains championnats qui allaient m'aller plus que d'autres. C'est là que j'ai commencé à regarder en Angleterre, en Écosse et tout. Et puis c'est comme ça que je suis parti, quoi. Et pas loin de l'Angleterre alors, Saul. C'est quoi l'Angleterre? L'Angleterre, pour moi, aujourd'hui, c'est... j'y vis, hein. Je vis à Londres. Eh ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un mode de vie. Parce que là-bas, franchement, que ce soit le football, la mentalité, la manière de vivre, moi, je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit pour jouer au football. C'est ce que je dis toujours, même quand il y a des joueurs qui viennent de l'étranger en Angleterre, ils disent souvent ça. Parce que tous les autres championnats sont très bien, mais l'Angleterre, c'est particulier. Les ambiances, les stades sont pleins, les fans respectent le joueur et la personne derrière. J'ai joué en Turquie, c'est pas la même chose. J'ai joué en Italie, c'est pas la même chose aussi. Et ça, pour moi, ça compte beaucoup parce que quand je viens à l'entraînement ou quand je suis en match, je suis le professionnel. Mais quand c'est fini, j'ai des enfants. C'est le Saul. Tu vois, non, je sors avec ma mère, tout ça. Et ça, c'était compliqué. Alors qu'en Angleterre, il n'y a jamais eu de problème. Donc, c'est pour ça que j'y vis d'ailleurs. Comme ça, là-bas, je suis tranquille. Ouais. Non, mais en plus, ton style de jeu, ton style de jeu est fait pour l'Angleterre. Ce côté... C'est ce qu'on me disait. Mais après, c'est vrai que ça m'a joué des tours aussi parce que parfois, il y a des managers qui me demandaient de jouer. Ouais. Tu vois. Donc, quand je jouais, on me disait que je prenais trop de risques. Tu vois. Et j'ai eu, dernièrement, quand j'avais Warnock, ces 3-4 dernières années, lui, il me disait, tu mets la tête, tu tacs, tu dégages. Lui, c'était comme ça. Tu vois. Le football de l'époque, quoi. Exactement. Et après ça, justement, d'autres m'ont dit, mais quand tu as bossé avec lui pendant 6-7 ans, ta carrière a changé. J'ai dit non. Moi, je m'adapte à ce que l'entraîneur me demande. Il y en a qui me demandaient, j'ai eu Sven, d'ailleurs en sélection, et puis je l'ai eu à Leicester aussi. Lui, il voulait que je joue. Et il m'a toujours dit, je ne vais jamais demander à un joueur de jouer si ce n'est pas joué. Toi, tu as les qualités, tu peux jouer. Clairement. Le problème, c'est que les supporters n'étaient pas contents. Et la presse aussi, c'était pareil. Ils disaient que je prenais trop de risques. Un défenseur, il doit défendre. Il ne doit pas essayer de jouer de derrière et tout. Aujourd'hui, c'est les défenseurs modernes. Tu vois. C'est fou comme le... Je n'irai pas jusqu'à dire que je jouais comme les défenseurs d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ce que j'essayais de faire, de jouer à partir de l'arrière. Mais ça me posait des problèmes et c'est ça qui a fait que j'ai eu des hauts débats. Mais est-ce que ça, par exemple, ça t'a impacté dans la manière d'être le joueur que tu étais ou que tu devrais être? Parce que clairement, tu vois, c'est de nouveau restreindre un joueur qui a des qualités qui sont plus que juste d'être un défenseur. C'est plus ça même qui me dérange même aujourd'hui, Joe. Parce que moi, aujourd'hui, qui suis entraîneur, dans mes débuts, je commence... je dis toujours qu'il ne faut pas mettre des restrictions aux joueurs. Il faut jouer avec il faut les laisser jouer avec leurs qualités. Et au contraire, leurs qualités, il faut les mettre en avant. Totalement. Et les défauts, essayer de les gommer. Tu vois, donc effectivement, ça me dérangeait un peu parce que souvent, ils me disaient, mais non, mais le 6 venait chercher la balle dans mes pieds. Je dis, mais alors que tu peux l'amener à 5 mètres, je peux te trouver. Et puis même, ça crée le décalage, tu te tournes et puis on va vers l'avant. Et ça me dérangeait. Et c'était plus même, c'était de l'ego parce que je me disais, mais je peux te trouver à 10 mètres. Tu vois. C'est clair. Mais après, c'est vrai qu'avec le temps, bon... je me suis adapté, je jouais comme les entraîneurs voulaient que je joue, tu vois. Puis en plus, tu as été un gros joueur quand même. T'as été élu meilleur joueur de la saison. C'était laquelle? Ouais, c'était 2018-2019. Ouais. C'est pas tout le monde qui le laisse, hein? Ouais, moi, j'aime pas les trophées individuels. Ouais. C'est vrai? Ouais, surtout quand les défenseurs, tu vois, on n'est pas seul. Oui, mais c'est fort quand même. Oui, mais après, en plus, on avait vraiment un groupe. Il y avait personne qui sortait du lot. Et moi, je ne pouvais rien faire si je n'étais pas avec les autres. Donc, c'était compliqué, mais je n'aime pas prendre la gloire tout seul. Saul, tu es trop humble. Non, c'est même pas ça. Tu es trop humble. C'est juste que, surtout dans le milieu dans lequel on est, il n'y a pas... Tout seul, tu ne peux pas. Tu vois, souvent, même les gens qui gagnent le ballon d'or, tout ça, c'est ce qu'ils disent. Donc, moi, ça me dérange. Après, ça fait plaisir, toujours. Aujourd'hui, avec le recul, comme j'ai arrêté, je regarde et je me dis, bon, oui, c'est vrai que cette saison-là, c'était bien, ça m'a plu et tout, mais à l'époque, ça me gênait. Ok. De l'autre côté, football, tu sais, parce qu'on parle bien sûr du football qui est un aspect important de nos vies. Quand on est dedans, on sait quelle importance ça a. L'implication, la discipline. Mais quand des choses... à côté se passe. Par exemple, tu étais très ami de Emiliano Sala. Si je me rappelle bien, il me semble même que avant la tragédie, tu es en contact avec lui. C'est ça. Raconte-moi un petit peu cet épisode. Ouais, c'est un peu dur, pour te dire la vérité, Joe, parce que tu sais, on en parle souvent, et puis il n'y a pas longtemps même, c'était l'anniversaire de sa mort. Parce qu'on partageait le même agent, donc... Il venait signer à Cardiff. Il était venu visiter les installations pendant 2-3 jours. Et après, il est reparti. Mais je me souviens très bien, le coach ne voulait pas qu'il parte.
on devait jouer à Newcastle et il voulait qu'il vienne avec nous, regarder le match de Newcastle et après rentrer. Et lui, il a dit non, il faut qu'il aille récupérer ses affaires, tout ça et tout. Et comme ça, quand il revient, il bouge plus. Il bouge plus. Et je me souviens, parce que le coach, il m'en parle jusqu'à maintenant. Il me dit, mais tu vois, j'aurais dû pas les laisser partir. J'aurais dû pas. Bon, c'est le destin. Hein. Et donc, lui, il décide de partir. Il s'en va. Et puis, quand il s'en va, nous, on était en contact et tout. Bon, quand il est parti, il m'a dit qu'il est bien arrivé. Il prépare ses affaires et tout. Et quand il revenait, il était dans l'avion et on échangeait les messages. Il me dit, je vais prendre l'avion, tout ça et tout. On plaisantait, même il plaisantait. Il disait que le vol a du mal à démarrer et tout. Que si on ne le retrouve plus, si on n'entend pas parler de lui dans quelques heures, c'est qu'il est au fond de la mer. Je te jure. Tu vois comme quoi, je te jure. Tu vois comme quoi il disait ça pour rigoler. Et moi, j'ai les messages encore. Hein. C'est bête, on rigolait. On dit, mais non, arrête de... Tu vois, dis pas ça, tout ça. Mais on mettait les émojis, on s'amusait. Tu vois. Et puis, dans la nuit, mon agent m'appelle, il dit non, que son avion a disparu. J'ai dit, mais comment un avion peut disparaître? Tu vois, il me dit non, que son avion a disparu, on ne le trouve plus, il n'a pas atterri, on ne sait pas. Je dis, mais c'est pas possible. Ça, c'était vers les 3-4 heures du matin, alors qu'il devait atterrir vers les 20 heures. Tu vois? Bon. On dit de garder ça pour nous, tout ça et tout. Bon, le club était un peu au courant. Et puis après, ça a pris tous les médias. Et puis c'était, tu vois, c'était dur à vivre. Après, bon, il y a ses parents aussi, qui c'était pas facile à gérer aussi pour eux. On a essayé d'être là pour eux aussi, mais c'était dur. Franchement, Dieu, c'était dur. Moi, ça m'a marqué jusqu'à maintenant, même quand j'y pense, ça me fait mal parce que je culpabilise aussi d'avoir rigolé avec ça. Tu vois, peut-être j'aurais dû lui dire de sortir de l'avion. On n'a pas pris ça au sérieux, tu vois. Donc, ça m'a fait mal et ça m'a impacté. Vraiment, ça m'a impacté pendant longtemps. C'est vraiment récemment que j'essaie d'oublier, mais c'était dur à vivre, vraiment. Ce qui est fou, en fait, même dans tes dires, c'est que ça veut dire, en fait, que comme si, en fait, il avait attiré le malheur parce qu'en fait, tu échanges et tu... Donc, tu vois, c'est toi qui es en train de dire, il va se passer ça, ça pourrait arriver... Et tu rigoles avec, bien sûr, mais le problème, c'est que peut-être, ouais, tu le sens et peut-être que des fois, malheureusement, les pensées... Moi, je suis d'accord avec ça parce que c'est comme on disait tout à l'heure, les pensées positives. Quand tu es positif, tu vois, tu penses positif, tu vas avoir du positif, c'est comme ça qu'on le voit. Donc forcément, si c'est à l'inverse, si tu penses négatif, ça peut t'arriver aussi. Donc, moi, je pense que dans l'amusement, il l'a vu. Peut-être quelques signes et tout ça et tout. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Et malheureusement, bon, ça a été fatal pour lui. Mais bon, tu sais, comme on dit ici, tout ce que Dieu fait est bon, mais des fois, c'est difficile à comprendre. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Mais Saul, tu vois, c'est marrant, c'est intéressant. Parce que est-ce que tu ne penses pas que ce côté d'invincibilité, tu vois, le fait d'être invincible quand tu es sportif, parce que tu es normalement en bonne santé, tu es normalement bien entouré, tu es normalement, tu vois, tous ces genres de choses-là sont là pour toi. Est-ce que ça amène pas justement à ce genre de choses? Et même là maintenant, je transfère sur toi. Quand tu apprends que tu es malade, et déjà comment tu l'apprends et qu'est-ce que ça te fait comme... T'as quoi comme réaction? Ben, c'est dur, Joe, parce que justement, tu sais, c'est marrant que tu commences par ça parce que c'est la réflexion que moi j'ai eue tout de suite. Mais non, comment je peux être malade? Tu vois, je jouais depuis plus de 15 ans. J'ai fait attention à ce que je mange, mon mode de vie, comme tu dis. Mais il y a ce sentiment d'invincibilité, hein, vraiment. Parce que c'était une douleur ici en bas du dos, classique. Joe, tu as joué aussi pendant 20 ans. Il n'y a jamais une fois on a joué et puis on n'avait pas de douleur. Donc tu te dis, bon, c'est un petit mal de dos. Bon, ça a duré un peu. Je vois les médecins, les kinés, ils font tout, ils tournent, ils me claquent le dos, tout ça et tout, ça passe pas. Tu vois, je jouais avec ça. Hein. J'avais une boule de 9 cm en bas du dos. Oui. Une boule. Je jouais avec ça. Eux, ils faisaient tout, ils essayaient tout ça et tout. Bon. Mais ça veut dire que avant qu'ils fassent tout ça, tu n'as pas eu un check en te disant il faut que j'aille plus loin dans les recherches? Non, justement, ils ont fait ça après. Parce qu'au départ, ils se disaient, et en plus, tu connais le milieu. On a besoin de toi, joue. À la prochaine trêve internationale, je vais te donner du repos, tu vas aller checker. Je te jure. Wow. Le club, ça leur a fait mal, mais c'est la vérité. Ce que je te dis là, je leur ai dit. Hein, tu vois? Ils disent, mais je comprends parce que jamais personne ne va penser que c'est du cancer. Tu vois? Tout de suite, on se dit, bon, j'avais un certain âge aussi à l'époque, je joue depuis longtemps, c'est un mal de dos classique, bon, c'est pas... Tu vois, moi-même de mon côté aussi, je voyais ça comme ça. Je me disais, bon, il faut que je tienne. Quand il y aura la trêve, le coach m'a dit, va me donner du repos, ça va aller. Mais j'étais rentré à Paris le 20 décembre. Je me souviens très bien parce que c'est l'anniversaire de ma fille. Donc on était rentré à Paris, j'avais fait la surprise et tout, qu'elle et moi, on était partis à Paris. Et le soir, on dort à la maison.
Et dans la nuit, je suis réveillé par la douleur là. Mais Joe, douleur, j'ai jamais eu. Je pensais des coups de couteau constamment comme ça. Okay. Et tellement j'avais mal, moi je gémissais. La petite elle dormait à côté. Elle s'est levée, elle est venue me voir. Elle me dit mais papa, je t'entends, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas et tout. Elle a appelé les pompiers. Tu vois, à l'époque, Lily, elle avait quoi, elle avait 15 ans. Elle venait d'avoir 15 ans. Tu vois, 14 ans pardon. Donc elle appelle les pompiers viennent et tout. Ils voulaient m'emmener à l'hôpital. J'ai dit non, j'ai un peu mal au dos, ceci, cela et tout. Ils ont checké. Bon, eux-mêmes, ils n'ont rien vu. Ils m'ont dit bon, ils n'ont pas fait tous les tests qu'il fallait. Ils ont dit bon, comme vous vivez en Angleterre, demain vous rentrez. Bon, rentrez, tout ça et tout. Faites les checks là-bas. Mais c'est après ça, quand on est rentré, la petite, elle me dit mais papa, il faut que tu ailles plus loin parce que c'est pas bon. Je t'ai déjà vu que tu as mal au genou, au dos et tout. Mais là, c'est compliqué. Tu vois. Donc bon, je vais voir le médecin. J'ai dit je joue plus, je peux plus. Et lui, me connaissant, il me dit mais si tu dis ça, c'est que c'est chaud. Ouais. Donc, on va voir les médecins, tout. Eux, ils ne voient rien, les tests, tous les trucs, ils ne voient rien. Le médecin, il me dit, je le connais depuis longtemps, il me dit, mais bon, on va aller faire un dernier truc. Je ne pense pas que c'est ça, mais comme tu as vraiment mal, il faut aller voir. Donc, il me dit, on va aller faire une biopsie. Tu vois, non? On dit, bon, biopsie, bon. Pourquoi pas? Faut tout voir. Exactement. Donc, je fais la biopsie. Et c'est après la biopsie là qu'ils ont vu qu'il y avait l'équivalent d'une balle de tennis de 9 cm. Une tumeur en bas de mon dos. Et c'est ça qui fait que j'avais mal. Et ça, c'était la veille de Noël. Je te jure. Ouais. Oh, wow. Et après, bon, c'est tout qui s'écoule. Mais encore, paradoxalement, moi, directement, j'ai pensé aux enfants, à mes parents. Parce que je me dis, mais comment je vais leur dire ça? Ma mère, à un certain âge aussi, je me suis dit, mais si je dis ça, je vais la tuer. Tu vois? Et le médecin me dit, mais tu es fou, il faut penser à toi. Tout ça, il faut te soigner. J'ai dit, non, je vais me soigner. Mais comment je vais annoncer à mes parents? Tu vois? Et c'est ça tout de suite qui est venu dans ma tête. Mais bon, après, tout de suite, on est en mode combat, il faut se battre contre ça, tu vois. Donc, c'était pas facile à vivre, mais j'ai dû annoncer aussi aux enfants. Et à l'époque, ma dernière, elle avait 8 ans. Elle, tout de suite, elle me dit, mais papa, est-ce que tu vas mourir? Tu vois. Et c'est ça qui est Dieu. Parce qu'avant ça, elle me disait, bon, je vais faire les chimios, je vais me soigner et tout. Mais elle, quand elle m'a dit cette phrase-là, je te dis la vérité, c'est là que j'ai fondu en larmes. Et je lui ai dit, bon, je ne vais pas te mentir parce que si je te mens, ce n'est pas bon. On ne sait jamais. Il y a un risque. Il est minime, mais il y a un risque parce que c'est un cancer qui se soigne bien apparemment. Mais il y a un risque. Donc quand je lui dis ça, elle aussi, elle fond en larmes, tout ça et tout. Donc bon, les enfants, c'était pas facile. Les enfants et la famille, c'était pas facile. Ouais. Vraiment. Ouais. Et ça revient justement au fait où on se pose la question, le fait d'être sportif, en fait, tu n'es pas un robot. Ben, c'est exactement ça, Joe. C'est exactement ça. Et justement, moi, je pense que c'est important. Et moi qui n'aime pas parler de moi, tout ça et tout, quand j'ai eu ça, il fallait faire une espèce de campagne de prévention parce que c'est exactement ça. Quand tu es sportif de haut niveau, tu penses que rien peut t'arriver. Tu vois. Après, il y a l'effet inverse aussi parce que moi, je me suis posé beaucoup de questions aussi de me dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Tu vois. C'est là où je voulais en venir. Est-ce que c'est des choses que tu peux prévenir? Je sais pas. Moi, pour te dire la vérité, comme ça m'a travaillé, j'ai posé la question. Le médecin, il m'a dit tout de suite, il ne faut pas faire ça. Parce que si tu fais ça, ça va te tuer. Parce que tu vas penser que peut-être c'est la nourriture. Bon, moi, je ne bois pas, mais ça peut être l'alcool. Donc, il dit non, si tu fais ça, c'est pas bon. C'est malheureux, c'est tombé sur toi. C'est comme ça qu'il faut le voir. Tu vois. Bon, je ne sais pas. Après, moi, personnellement, si on me demande mon avis, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est comme dans tout. Si tu manges n'importe quoi, ben, tu vois, c'est pas bon. J'ai pas la prétention de dire que je mangeais correctement, régulièrement, mais j'avais une bonne hygiène de vie parce que j'étais sportif. Tu vois. Ça, c'était quoi? C'était au niveau du système lymphatique? C'était au niveau du sang, ouais, système lymphatique. Hein. Ouais, c'est le lymphome. Donc, vraiment, c'est comme ils ont dit que c'est un coup de chance. C'est malheureux, quoi. C'est de la malchance que ça peut... C'est pas comme si tu as un cancer des poumons, c'est parce que tu fumes. Ça, malheureusement, on ne peut pas le prévenir. Ça vient comme ça, ouais. Et tu vas me dire que tu n'avais aucun autre symptôme. C'est-à-dire que tu avais cette douleur dans le dos, mais tu n'avais pas de fièvre, pas de maux de tête, pas de choses qui font où tu te dis, en fait, je vais moins bien. Non. Parce que, comme tu le dis, c'est juste parce que comme tu joues au foot, ça peut être lié musculairement. Exactement. Tu vois, mais pas... Nous, quand on nous parle de cancer, on a l'impression que, en tout cas, on a de la fièvre, on est malade. En tout cas, il y a des choses que notre immune système, en fait, nous montre. Non, même pas, Joe. Franchement, rien du tout. D'ailleurs, même, je m'entraînais. 2 jours avant la biopsie, je m'entraînais. Tu vois. J'avais fait un match le week-end d'avant. Tu vois. Après, tu sais comment c'est le milieu. On nous bourre de médicaments pour les douleurs, tout ça et tout. Ça aussi, c'est un autre débat, on peut en parler. Mais tout ça, ça aide pas. Mais j'ai jamais eu aucun... C'est après, quand j'ai fait les soins, effectivement, et la chimio, tout ça et tout, c'est là que
perte de poids, vomissement et tout. Mais avant ça, vraiment, il y avait aucun signe avant-coureur. Vraiment, vraiment, vraiment. Et le moment où ta fille te dit ces mots-là, toi, dans ta tête, tu dis que tu vas rejouer au foot? Non, je pense même pas à ça, Joe. Parce que avant ça, effectivement, oui. Parce qu'on a pris une semaine, 10 jours pour l'annoncer aux enfants. Donc avant ça, je me disais, bon, il m'avait dit directement, il faut faire 6 séances de chimio. C'était donc, ils m'ont fait ça en décembre. En décembre, j'ai été diagnostiqué, pardon. En janvier, j'ai commencé la chimio. Donc ils m'ont dit 6 mois, donc en mai, j'avais fini. Tu vois. Et nous, notre dernier match de championnat, c'était fin mai. Donc moi, dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, bon, si ça se passe bien, je pourrais peut-être faire les 2 derniers matchs de championnat. Tu vois. Et donc ça, c'était dans ma tête. Mais dès que ma fille m'a dit ça mi-janvier, je n'ai même plus pensé à ça. Je me suis dit, il faut que je me soigne d'abord, parce qu'il y a plus important dans la vie. C'est clair. Tu vois. C'est après, les concours de sport ont fait que, bon, j'ai eu la chance de pouvoir jouer cette année-là, mais c'était pas ma priorité. Hein. Et tu vois, d'enlever cette carapace de gladiator et d'être totalement vulnérable, comment tu l'as vécu? Non, ça c'était dur. Tu vois, ça, avec les coéquipiers, avec la famille, avec les gens du milieu qui se disent purée, sur le Bamba, c'est une machine, mais là il est malade. Est-ce que toi-même tu l'acceptes du sens tout seul? C'est malheureux, mais tu as toujours un regard des gens, peut-être un peu de pitié, tu sais, aussi. Ouais, c'est ça qui était dur, pour te dire la vérité. Parce que justement, j'avais cette image-là du soldat, tu vois, on joue avec des blessures et tout ça et tout. Les gens ils disent que bon, lui, il se bat contre tout et tout. Et d'un coup, on te regarde en pitié. Et ça m'a fait mal. Ça, franchement, ça m'a fait... C'est bête, hein, mais ça m'a fait mal parce que je me suis dit que, entre guillemets, mon image est gâtée, quoi. Tu vois, alors qu'on s'en fout. Pas du tout. Tu vois, non. Pas du tout. Mais ça, effectivement, c'était dur. Le regard des autres. Après, il y a tous les signes qu'ils font. Quand tu fais de la chimio, j'ai perdu mes cheveux, beaucoup de perte de poids. Donc, ça se voyait. Tu vois, donc je me cachais, je sortais moins. Tu vois. T'avais honte? Ouais, parce que c'est vraiment par rapport à ce que tu dis de le regard des gens. Tu vois, parce que bon, des cheveux, moi-même, je me rasais les cheveux avant. Donc ça me dérangeait pas. Mais ça se voyait. Parce que mes joues étaient creuses, j'avais perdu beaucoup de poids. Tu vois. Et ça, c'était dur. Et parfois, je sortais parce qu'il fallait prendre l'air et tout. Ma femme me disait, bon, allons, on va sortir un peu. Et tout de suite, les gens dehors et tout. C'était agréable, c'était de la sympathie. Mais moi, ça me faisait mal. Parce qu'ils me voyaient, ils me prenaient en pitié. Moi, j'aimais pas ça. C'est bête, hein, en fait. Mais c'est exactement ça, ouais. Ouais, c'est délicat quand même comme sensation. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Après, le milieu du foot, eux, ça, c'était autre chose. Je pense que ça a réveillé les consciences. Okay. Parce que effectivement, jouer avec des douleurs, tout le monde l'a fait. Avant, on ne faisait pas de tests pour savoir s'il y avait un cancer ou pas. Aujourd'hui, quand on fait des visites médicales, ils checkent ça. Ouais. Tu vois. Donc, je pense que ça a été un mal pour un bien. Et c'est ça qui est important. Et le soutien des coéquipiers, c'était comment? Les coéquipiers, pareil, c'était... Les coéquipiers bon, eux, c'était particulier parce que la même chose qu'on disait tout à l'heure, ils me voyaient en soldat, mais en même temps, il y avait de la détresse. Ils se disaient, mais comment on peut faire pour l'aider? Tu vois. Et en même temps, moi, j'en voulais pas de l'aide. Tu vois, parce que je voulais pas l'aide de cette pitié-là, si tu veux. Tu vois, moi, j'étais dans ma chambre, même à la maison, hein, c'est bête. Hein, je n'allais pas voir mes enfants. J'étais en haut, j'étais en bas. Oui. Tu t'isolais carrément? Oui, vraiment. Vraiment, ma femme montait la nourriture et tout. Je voulais pas voir les enfants demandaient à me voir. Et moi, je disais non parce que j'étais trop faible et tout. Je voulais pas qu'ils me voient comme ça. Tu vois, aujourd'hui, la grande a 18 ans, on en parle, on rigole. Mais elle me disait, mais tu es fou. Parce que au mois de janvier, c'était mon anniversaire. Elle m'a fait un courrier pour me dire justement, mais tu es un exemple pour nous. Tu ne le vois pas, on ne te dit pas toujours et tout, mais tout ce que tu as vécu et tout, contre quoi tu t'es battu et tout. Tu vois, des mots comme ça, quand ça vient des enfants, non, c'était extraordinaire. Ouais, ça doit être une fierté, ça. Mais et avec le recul, ça me fait mal parce que je me disais peut-être fallait que je sois plus présent. Eux de me cacher, de me dire que non, bon. Après, ils étaient jeunes, je voulais les protéger, mais c'est ce qu'elle me disait, sur la lettre. Elle me dit non, on avait conscience et on avait peur. Parce que c'était notre père, si tu partais, on allait faire quoi? Tu vois? Donc c'était tout ça qui était dur et j'avais pas envie de me montrer pour montrer ma vulnérabilité, mais bon, ça fait partie du jeu, malheureusement. Et ce sera à refaire, est-ce que tu serais plus transparent avec tes enfants aujourd'hui? 100%. Oui, ouais? Surtout avec les enfants, ouais. C'est vrai? Avec le recul, avec les enfants, oui. Dans le milieu, non, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Après, le club et l'AFA, tout ça et tout, voulaient mettre en avant justement pour montrer que justement ça peut arriver en exemple et tout. Moi, je l'ai toujours fait.
Parce que quand on est quelqu'un de public, je pense qu'il faut montrer le bon exemple. C'est clair. Tu vois. Donc effectivement, il y a d'autres... j'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient, mais nous, on a le cancer, mais quand on te voit, ça nous donne la force parce que tu te bats, on te voit dans les médias, tu te plains pas, tu donnes... Donc effectivement, ça me fait du bien. Mais avec les enfants, j'aurais fait différemment, c'est sûr. Ouais. Et sans blâmer qui que ce soit, sans blâmer qui que ce soit dans cette affaire-là, quel était le regard, ou le positionnement plutôt, du corps médical par rapport à ce diagnostic? Eux, ça leur a fait mal. Et tu sais, tu as raison. Moi, je blâme personne. Mais effectivement, ma femme n'était pas contente parce qu'elle s'est dit, mais ça aurait pu être grave. Et effectivement, même le médecin, il me dit que si la balle de tennis, entre guillemets, avait explosé, c'était fini. Et comme les médecins et les kinés, ils appuyaient, tu sais, quand ils vont avec le coude là, tu vois, ils tournaient mon corps pour claquer le dos et tout. Et si ça pétait, c'était fini. Oui. Donc il y avait une possibilité que ça pète. Oui. Justement, quand les médecins ont su qu'ils faisaient ça, ils ont dit, mais... Les spécialistes ont dit, mais au kiné, mais vous êtes des fous. Eux, ils sont venus s'excuser plusieurs fois et tout. Je ne prends pas ça en... Comme tu disais, je blâme personne. Mais effectivement, avec le recul, il faut plus que ça arrive. Ah non. Et il faut qu'eux, ils comprennent que on aime jouer, on veut tout jouer. Moi, le premier, quand j'avais des douleurs, j'y allais parce que c'est ce que j'aime faire. Mais faut pas jouer quand c'est des blessures sérieuses ou des douleurs sérieuses. Il faut arrêter parce que le plus important, c'est la santé. Prendre les précautions nécessaires, c'est clair, c'est clair. Et quand tu bats ce cancer, tu vois, quand tu arrives au bout de ce tunnel qui a dû être compliqué, et je t'assure, je me rends même pas compte par quelle phase tu as dû passer de désespoir, de tristesse. Tu vois, tu m'as dit que tu t'es effondré, mais tu t'es effondré plusieurs fois. Parce que quand ta fille t'a dit ces mots-là, j'imagine. Je n'ose même pas imaginer en fait. Mais ce que je me dis, c'est que dans ce chemin-là, dans ce cheminement-là, est-ce qu'il y a d'autres moments où tu t'es dit, en fait, ce que je vis, c'est horrible et c'est compliqué? Parce qu'on parlait de positivité. Et t'es cet homme-là, en fait, Saul. Et je respecte ça et j'aime vraiment ça chez toi. Mais est-ce que par moment, tu t'es dit, en fait, non, je pose toutes les armes que j'ai eues pendant ces années, avec lesquelles je me suis battu pour arriver où je suis, parce que personne ne m'a donné ma position, tu vois? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, voilà, ce cancer-là, c'est trop? Oui. Et puis c'est important de le dire, Joe, parce que, tu sais, souvent, les gens me voyaient comme ça en disant que oui, il se bat, il est jamais triste, toujours positif et tout. Mais non, il y a des fois c'était dur. Je suis resté enfermé dans la chambre 3 jours. Je voulais voir personne. Tu vois, je me disais, j'en ai marre. Pourquoi moi? Tu vois. Tu sais, ma mère me disait souvent que Dieu il donne aux gens qui savent, qui peuvent convaincre ce genre de trucs-là. Mais c'est vrai, hein, et j'y crois. Mais parfois, c'est compliqué. Et des fois, parfois... surtout quand il y a le regard des enfants et les paroles des enfants, c'est là que c'est dur. Et moi, je l'ai dit à la veille plusieurs fois, et j'ai voulu lâcher plusieurs fois. Là, aujourd'hui, avec le recul, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais tu sais, quand tu me disais ça, moi, ça me faisait mal, ça me faisait peur, parce que je ne te vois pas comme ça. Tu ne lâches jamais. Et là, le fait que tu voulais lâcher, c'est que vraiment, ça devait être dur, tu vois. Mais c'est important de le dire aussi, parce que, tu sais, il n'y a pas de honte dans ça. Tu vois, aujourd'hui, avec le recul, et parce que j'ai vaincu ça, je me sens plus libre de le dire. Mais effectivement, pendant cette période-là, j'aurais pas été devant la caméra pour le dire, parce que l'image que j'avais et tout. Mais il y a des moments où c'était dur. J'ai voulu lâcher plusieurs fois, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire. Parce que ça fait partie du... C'est clair. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Et après tout ça, comment tu vois, du sens, quand tu en sors, c'est quoi les premiers mots des gens autour de toi? C'est quoi, toi, ta satisfaction personnelle aussi, en fait, j'ai envie de dire, du fait que tu sois toujours en vie et que tu te donnes une nouvelle chance de continuer à vivre, en fait? Bon, en fait, on réalise que même si on le sait, parce que nous, notre culture africaine, la manière dont on est élevé et tout, on sait qu'on a la chance d'être là. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute. Mais effectivement, quand tu traverses quelque chose comme ça, tu relativises plus après. Parce qu'effectivement, tu te dis, bon, c'est normal, hein, tout le monde se plaint, il y a des fois c'est dur, le travail, les trucs et tout. Mais parfois, tu te dis que, bon, vraiment, tu as la chance. Et quand on te dit que c'est la santé qui est le plus important, les gens prennent ça des fois pour granted, comme ils disent les Anglais, tu vois. Mais franchement, si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Et moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Parce que j'ai vu mon cœur se détériorer. Et c'est ça qui est dur, parce que quand tu es sportif de haut niveau, ton corps, c'est ton outil de travail. Mais d'un coup, tu vois que ton corps te lâche.
Et c'est ça qui est dur. Tu vois. Donc après, tout ce qui venait, c'était du bonus. Je profitais de plus de mes enfants. Avant, avant, pour moi, le football, c'était tout. J'aime la vieille, mes frères et sœurs, mes filles, tout. Mais vraiment, le football, c'était la priorité. Aujourd'hui, là, Dieu, non. Je laisse ça. C'est mes enfants, c'est la famille, tu vois, parce qu'il y a plus important. Tu vois, donc, je suis content que j'ai eu une deuxième chance. Après, le football, ça vient après. C'est venu, j'ai rejoué par principe. J'ai fait une année, mais après, je savais que c'était la fin parce que je ne voulais pas faire mal à mon corps encore. Tu vois, donc je préfère profiter des miens et puis avancer comme ça. Mais tu vois, comme tu dis, par principe, c'était quoi le principe? Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai juste envie déjà de savoir ta rééducation. Comment elle s'est passée? Bon, en fait, là où les gens ne le savent pas beaucoup, c'est que pendant même les chimios, moi, je m'entraînais. Ouais. Sérieux? Je te jure. Pendant les chimios, je m'entraînais. Parce que oui, bon, j'ai fait les 2 premières chimios. C'était dur. Parce que comme c'est du poison qu'on te met dans le corps et que j'ai pas l'habitude, tout de suite j'ai perdu. D'ailleurs, je me souviens, j'ai fini la chimio, je suis rentré à la maison, je suis monté dormir parce que j'étais KO et je me réveille et ma femme vient et dit oh, enfin, j'ai eu peur, je pensais que... Je dis mais quoi? Elle me dit mais il y a 3 jours qui sont passés, je te jure, 3 jours couché, KO. Quand je me suis même pas levé même pour aller aux toilettes, rien, KO, 3 jours. Je te jure. Tu vois? Donc, la puissance du truc. Ah non, c'était dur, vraiment. La deuxième, pareil, couché vraiment fatigué, je ne pouvais pas me lever du lit et tout, c'était compliqué. Mais après ça, comme mon corps s'est habitué, bien sûr, j'ai demandé la permission et tout parce qu'il ne fallait pas risquer. Elle me dit non, tu peux. Tu vois, j'avais une petite salle de gym à la maison, donc elle me disait oui, tu peux faire un peu de vélo, de tapis, un peu de muscu et tout. Donc petit à petit, j'ai fait ça comme ça. Et puis, plus le chimio est allé, mieux je me sentais. Ça ne me faisait plus rien même après. Tu vois, même moi, je voulais arrêter même parce que au bout de la 4e, je me suis dit, bon, parce qu'il m'avait dit c'est soit 4 ou 6 séances. Au bout de la 4e, on dit non, effectivement, ça se passe bien, mais ça serait bête d'arrêter maintenant parce que potentiellement, ça peut revenir. Alors que si on fait 6, c'est garanti que normalement, il y a des chances que ça ne revienne pas. Donc, on est resté sur 6, mais comme ça allait, je m'entraînais et de plus en plus, les semaines y passaient, je faisais de plus en plus. Et donc, bon, ça, on avait caché un peu aux médias et tout. Mais pendant un mois, j'ai repris l'entraînement avec le groupe. Tu vois, pendant la chimio, j'avais encore une séance de chimio, mais j'avais repris l'entraînement avec le groupe, avec l'accord des médecins. Ça, c'était à Cardiff. Ouais. Mais c'était avec l'accord des médecins toujours parce qu'on ne va pas prendre des risques à considérer. Mais j'avais repris. Donc, la rééducation, elle s'est passée naturellement, quoi. Tu vois, donc... après, la saison s'est terminée. Donc, mais c'est l'année en plus où vous montez? Non, ça c'était... on était redescendu... on fait 2 ans en championnat. Non, on avait fini en milieu de tableau en championship. Ouais. Mais là où ça s'est mal passé, entre guillemets, avec le club, c'est parce que moi, j'étais en fin de contrat. C'est juste. Voilà. Et après ça, je suis parti. C'est où tu apprends ton licenciement? C'est pas sur Twitter? Voilà. Ouais, t'as suivi ça? Ouais. Raconte-moi cette anecdote folle. Ouais. Comment tu peux... C'est tellement sur bizarre. Twitter, ouais, je te jure. Ils t'ont même pas rencontré. Je te jure. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je m'entendais bien avec les dirigeants. Le Malaisien, là, même Vincent Tan, il m'appelait de Malaisie à des heures inconsidérées et tout, pour parler des joueurs, de coach et tout. Donc, lui, il me dit que, t'inquiète pas, c'est la famille, ton contrat est fini, mais on va s'arranger. Si tu veux jouer, tu joues. Sinon, tu vas dans le staff et tout. Donc, on laisse ça comme ça. Mais entre-temps, lui, il vire un des entraîneurs qui était là. Lui, je m'entendais bien avec lui aussi. Lui, il voulait que je reste. Le nouveau qui est arrivé, bon... Il y a des entraîneurs, ça passe, il y en a, ça passe pas. Alors que je ne jouais pas, hein, parce que comme j'étais malade. Donc lui, il arrive, je pense que bon, il veut montrer que c'est le nouveau boss. Il veut taper sur des anciens, tout ça et tout. Donc moi, il me dit non, que lui va prendre ses joueurs et tout. Donc oui, c'est triste et tout, que j'étais malade et tout, mais lui, il ne fait pas de sentiments, tout ça et tout, que quand la saison elle est finie, que tu vois. Bon, comme je te disais tout à l'heure, comme je me suis entraîné un mois avec eux, lui, il voit que petit à petit, ça va. Donc un jour, il vient me voir, il me dit, mais... Si tu penses que tu peux rester, moi je le regarde, je dis mais toi là même, pourquoi tu veux que je reste maintenant? Il me dit non, mais tu sais, peut-être que je n'arriverai pas à avoir les joueurs que je veux. Toi tu connais le club, tu connais le championnat, tout ça et tout. Commence comme ça quoi. Commence comme ça, ouais. Donc je laisse. La saison se finit. Il vient me voir, il me dit bon, ce qu'on va faire, nous on va faire le meeting avec les owners et puis on te tient au courant. Il dit ok. Donc moi je viens de battre la maladie, donc moi je vais en vacances avec la famille, profiter et tout. Je pas de son, pas d'image. J'appelle mes agents, rien. Donc bon,
peut-être 3 semaines après, Twitter annonce, oui, les joueurs qui sont release. Et puis il y a mon nom dedans. Merci pour tout ça. Comme ça. Joe, pas un mot. Respect, je te jure. Mais rien. Même pas de reconnaissance. Rien. Mais comme Dieu fait bien les choses, je suis revenu adjoint de Sabri. C'est juste. Donc avant ça, il m'appelle. Oh, on veut te demander pardon, on va te rendre un hommage. Tout ça. Je dis non, c'est pas la peine. C'est passé. Mais comment vous êtes comporté, c'est pas bon. Mais c'était un côté d'amertume, toi, quand tu reviens au club ou même pas? Non, même pas, parce que je jouais plus. Si j'étais joueur, peut-être la situation serait différente. Mais comme je jouais plus, et puis c'est un club que j'aime. J'ai fait 6 ans là-bas. On est monté en première ligue, on a vécu des expériences. On parlait de ça là tout à l'heure, tu vois. Non, c'est un club qui me tient à cœur, mais les dirigeants, ils n'ont pas été corrects. Et ils le savent parce qu'ils sont excusés. Ils vont jamais aller dire ça devant les médias parce que c'est comme ça ils sont. Mais ils sont venus devant moi pour s'excuser, que ce soit le honneur, le chairman, tout ça, le vice-président, tout le monde sont excusés. Donc moi, je n'ai pas de rancune. Je garde rien, tu vois. C'est fou. Mais effectivement, quand c'est sorti surtout, parce qu'en plus, tu sais comment ça marche les réseaux. Ah, oui. Moi, mon téléphone sonne partout. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en vacances. C'est ça. C'est là, ma femme, elle voit, elle dit, mais tu as vu? J'ai dit, mais quoi? Elle dit, moi qu'ils ont annoncé sur Twitter que tu ne restais pas. Je dis, mais c'est pour ça que mon téléphone chauffe comme ça, t'es bien tout à l'heure. Tu vois, non? Mais bon, c'est... Le football peut être un gars quand même. Laisse tomber, je te jure. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Saul, tu sais quoi? J'ai envie de clôturer ça en te disant, en te posant la question, tu sais, tu as ce caractère et cette personnalité du gars qui n'a jamais lâché. Une résilience avec cette positivité. Mais par contre, tu as appris sur ton chemin que tu n'étais pas invincible. Exactement, ouais. C'est quoi le message que tu ferais passer aujourd'hui aux plus jeunes qui rêvent de football, qui rêvent des gladiateurs, qui rêvent d'avoir les carrières que nous avons eues, d'aller toucher le plus haut niveau? Mais comment tu fais pour avoir l'équilibre d'écouter ton corps? Mais justement, tu m'enlèves le mot de la bouche, c'est ce que j'allais dire, il faut écouter son corps. Mais vraiment, parce qu'aujourd'hui, même nous déjà à notre époque, c'était beaucoup mieux déjà. Mais quand nous on avait démarré, déjà, ils étaient en retard. Donc, il y a de la progression. Et les jeunes d'aujourd'hui ont la chance avec tous les choses qu'ils ont à leur disposition, avec les nutritionnistes, tu vois. Donc, vraiment, il faut écouter son corps. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Quand c'est des blessures classiques de genoux, cheville, bon, on sait comment ça marche. Mais même ça, déjà, même si c'est autre chose qu'un cancer, c'est pas facile. Quand tu veux faire carrière et tout, et tu te blesses, la blessure, c'est ce qu'il y a de pire pour un sportif de haut niveau. Donc, c'est pas évident aussi, après, mentalement aussi. Mais quand c'est des douleurs autres que cela, il faut écouter son corps. Parce que sinon, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Aujourd'hui, il y a tellement d'exemples qu'on n'a plus de droit de faire cette erreur-là. Mais même les staffs aussi, ils doivent se revoir aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Tu vois, on ne peut plus forcer les joueurs à jouer. On ne peut pas donner des médicaments pour cacher la douleur. Tu vois, aujourd'hui, avec tous les problèmes mentaux que beaucoup de joueurs ont, on en parle beaucoup, ce qui est bien. C'est mieux. Donc les staffs doivent être mieux aussi. Et il faut en parler. Je sais que c'est dur parce que nous, on a des grosses personnalités, on parle. Tu sais, comme on dit ici, moi, ma bouche, elle est sale. Moi, il y a quelque chose, je dis. Tu vois. C'est clair, c'est clair. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Non. Donc je peux comprendre. Même j'ai 2 filles, sont différentes. Il y en a une qui est comme moi, elle est expressive, elle parle, elle sourit beaucoup. L'autre, elle est dans son coin. Tu vois, donc c'est pas facile. Mais il faut essayer, même si c'est d'aller voir... les parents ou bien un frère, quelque chose. Il faut en parler parce que garder tout ça pour soi, c'est ça qui fait que ça peut être compliqué. Tu vois, moi, j'ai gardé pas mal de choses pendant longtemps aussi. Ouais. Tu vois, au niveau des parents, tout ça et tout, des choses qui ne m'avaient pas plu quand j'étais plus jeune ou des choses qu'aujourd'hui, moi, je ne fais même pas avec mes enfants. Tu vois. Okay. Donc, il faut parler. Il faut parler et c'est important. Et il faut écouter son corps parce qu'on n'a qu'une vie. La santé, c'est ce qui est le plus important, donc il faut profiter. Mais tu vois, là, tu m'as lancé une perche. C'est qu'en fait, tu as une personnalité, ou nous avons une personnalité, du sens où on peut tout vaincre seul. Mais un joueur aujourd'hui qui a envie de jouer ou qui s'installe ne va pas forcément dire qu'il a mal au genou. Non. Ou forcément dire qu'il a mal au dos. C'est vrai. Tu vois, et comme toi avec tes parents, par moment tu cachais des choses pour ne pas forcément être, pour ne pas être vulnérable. Exactement. Tu vois, alors que c'est toi. Tu vois. Et aujourd'hui c'est ça aussi, c'est que les jeunes doivent comprendre que en réalité, il faut qu'ils soient eux-mêmes. Exactement. Et la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. Et c'est ça qui est important parce que moi, j'ai porté ce fardeau, entre guillemets, pendant des années où on te disait, quand je commençais en jeune au PSG, tu peux pas te plaindre, tu peux pas être faible. Si tu te plains, c'est que tu es faible. Si tu perds, c'est que tu es nul. Tu vois, tout ça, c'est resté dans ma tête.
souvent, je joue au jeu avec mes enfants. Quand je perds, ça m'énerve. Ils rigolent. Non, je ne laisse pas gagner. Ma femme m'a dit, mais t'es bête, laisse-la gagner. Je dis, là, c'est gagner pourquoi? Il y a un jeu, il y a un gagnant, il y a un perdant. Moi, je vais gagner. Tu vois? Tu vois? Mais aujourd'hui, avec le recul, je rigole. Mais c'est vrai que quand tu as inculqué dans ça, c'est dur. Et comme tu as dit, Jules, un jeune qui veut percer aujourd'hui, il ne va jamais lui dire qu'il a mal au genou. Lui, il veut jouer. Tu t'imagines, tu as une chance. Moi, je me souviens dans mes débuts, je suis rentré 10 minutes à Nice en 2004, 2003. Mais même si mon genou était cassé, j'allais rentrer. Rentrer, c'est sûr. Donc, comment un jeune il peut aller dire qu'il a mal ou faire les trucs? Donc, c'est pas facile. Mais, effectivement, il faut parler parce que tout seul, on ne peut rien faire. Et moi, je le dis, hein, tout seul, là, je n'aurais pas vaincu ce que j'ai vécu. Hein. Je te jure, je n'aurais pas vaincu ça. J'ai eu des messages de partout dans le monde entier, de soutien, des gens que je ne connaissais même pas. Ça m'a tellement fait chaud au cœur. Et c'est ça qui m'a donné la force. J'ai dit, mais je ne peux pas laisser tomber tous ces gens-là. Tu vois? Et c'est tellement important qu'il faut le faire. C'est dur, c'est pas facile, surtout quand on est jeune. Et chacun a des personnalités différentes et tout. Mais au maximum, il faut essayer d'en parler. Saul. Merci. Non, Joe, c'est moi, c'est le plaisir. Merci. Non, mais tu sais quoi, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'éveiller un petit peu les consciences. C'est vrai. Tu vois, de se dire que le sport, c'est bien. Et en fait, comme tu l'as dit, c'était tout. Pour moi, c'était tout. Pour toi, c'était tout. Tu dédies ta vie à ça. Exactement. Tu vois. Mais des moments, il faut quand même faire la part des choses et mettre la santé en priorité. Donc, je te remercie pour ton témoignage. C'était énorme. Non, avec plaisir, toi aussi. On est ensemble et puis on est mélangé. C'est ça. Merci beaucoup, ça. Merci. Propre.